OK. Alors, bonjour tout le monde. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Dr. Fleet qui va se présenter dans quelques secondes. Si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Marie-Josée Larreau et je suis la présidente fondatrice de Innov Lab. Alors, Dr. Fleet, vous êtes quelqu'un de tellement fascinant. Non, je ne pense pas que je vais pouvoir te voyer, Richard. Donc, j'aimerais ça que tu te présentes un peu puis que tu expliques aux gens qui nous écoutent aujourd'hui qui es-tu? Parce que pour moi, tu es tellement quelqu'un de fascinant, à la fois comme un docteur urgentologue, mais en même temps intéressé à tout ce qui est gestion de stress, puis en même temps, tu t'impliques avec les arts du cirque. Donc, parle-nous-en un peu. Qui es-tu? Merci, Marie-Josée, de m'inviter à faire cette entrevue-là. Je suis Richard Fleet, je suis médecin d'urgence et psychologue. Je suis professeur à l'Université Laval. Je suis titulaire de la chaire de recherche en médecine d'urgence. Et puis, c'est ça, je suis aussi médecin à l'École nationale de cirque. Et puis, avant qu'on prenne une pause temporairement, je suis aussi médecin au Cirque du Soleil. Donc, alors, effectivement, je m'intéresse. Mon domaine de recherche, c'est vraiment principalement la médecine en région rurale. Donc, on étudie l'accès aux soins dans les régions rurales. On essaie aussi de travailler avec des artistes, avec des gens créatifs comme toi pour faire du transfert de connaissances efficace, pour rejoindre les personnes, les citoyens, les décideurs, les professionnels avec les résultats de recherche qui portent sur les urgences rurales. Je m'intéresse aussi à la santé, au bien-être des médecins. Donc, je suis conférencier aussi pour différentes associations, donc l'Association médicale canadienne, où on fait des conférences pour aider les médecins dans la gestion du stress. Wow! C'est vraiment fascinant. Moi, à chaque fois que j'ai la chance de te parler, je suis toujours comme éblouie par l'éventail de tout ce que tu fais. Puis, je serais curieuse justement de commencer avec ça parce que c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur, la gestion du stress. Puis, avec tout ce que tu vis en ce moment, j'imagine, dans les urgences, là, dans la région près de Québec. D'abord, reculons un petit peu en arrière. Là. Comment est-ce que toi, tu t'es initialement intéressé à ça, la gestion de stress? C'est un peu spécial parce que, d'abord, j'ai commencé ma carrière, moi, comme psychologue. Donc, j'ai fait un doctorat en psychologie, spécialisé en psychologie de la santé. Et mes recherches portaient en fait, au départ, portaient sur l'anxiété à l'urgence. Donc, des patients qui consultaient pour des symptômes physiques à l'urgence, à l'Institut de cardiologie de Montréal. Puis, on a découvert qu'il y avait beaucoup de personnes qui souffraient de troubles anxieux, dont des attaques de panique. Et après ça, je me suis intéressé à la relation entre le stress et les problèmes cardiaques, donc l'ischémie myocardique chez les patients cardiaques. Donc, on créait du stress en laboratoire à l'Institut de cardiologie de Montréal. Puis, on voyait ce qui se passait à l'aide de tests en médecine nucléaire, on voyait ce qui se passait au niveau du cœur des patients. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Et à l'âge de 33 ans, j'ai décidé, j'avais la chance de réaliser un rêve de jeunesse que j'avais mis un peu de côté, puis c'était de poursuivre des études en médecine. Donc, j'ai commencé mes études de médecine. Et puis là, j'étais devenu étudiant en médecine. Et puis, je portais plus le chapeau de psychologue. Je continue un peu mes recherches, mais vraiment, j'étais investi, évidemment, en plein temps dans la formation médicale. Puis c'est vraiment, honnêtement, j'ai jamais vraiment trop pensé à la gestion du stress à travers la médecine. Pour moi, mes collègues, c'était vraiment des gens que j'admirais beaucoup. D'ailleurs, j'étais un des plus vieux de ma classe. C'était tous des jeunes très résilients, travaillants, que je trouvais très intelligents. Et puis, c'est juste plus tard que j'ai réalisé que les personnes venaient me voir et me racontaient un peu d'histoire sur le stress qu'ils pouvaient vivre face à leur travail, face aux coupures dans le système de santé, même dernièrement, avant la crise. Et je me suis rendu compte que vraiment, il y avait beaucoup de stress chez les professionnels de la santé. Donc, je ne me rendais pas compte de ça parce que c'est bizarre à dire, même si moi, je pouvais bien vivre du stress personnellement, je ne me rendais pas compte que plusieurs de mes collègues pouvaient eux aussi vivre du stress. Parce que la médecine, c'est un domaine où les gens, d'abord, sont formés beaucoup techniquement, beaucoup d'apprentissage, de connaissances.
scientifique, aussi de technique. Puis les gens sont entraînés à garder leur sang-froid, puis on a aussi, on veut pas se montrer un peu vulnérable. Je sais pas pourquoi, en fait. Peut-être que ça passe pas toujours. Mais les chiffres étaient là à l'appui. L'Association médicale canadienne a fait des études où on a démontré qu'il y avait au moins 30 de burn-out chez les médecins au Canada, des études vraiment récentes, et plus que presque 50 chez les médecins résidents, donc des personnes, les médecins en formation. Fait que là, on s'est mis à réfléchir là-dessus, puis j'ai mis à faire des conférences. On a rejoint maintenant plus de 2000 médecins en personne au cours de la dernière année et demie pour parler de gestion de stress. Puis on s'est rendu compte que c'est vraiment sur le terrain que les gens n'ont pas nécessairement de formation à ce niveau-là. Et ils trouvent que c'est difficile de gérer la vie de tous les jours en plus de les cas sont de plus en plus lourds et on parle même avant le COVID, là. Donc, les patients sont de plus en plus âgés, les maladies plus compliquées, les connaissances progressent de façon vraiment fulminante. C'est dur d'être à jour dans tout. C'est un milieu assez perfectionniste où l'erreur, on se dit qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, j'ai réalisé que c'est... Puis sur le terrain, on s'est réalisé qu'il y avait un besoin de parler de ça. Surtout, ne serait-ce que de dire que, on est humain, puis on veut pas, c'est ce qui se passe. Puis, Richard, depuis que vous avez commencé au moins à en parler, est-ce que vous avez observé que déjà, il y a une certaine amélioration du niveau de stress? C'est intéressant parce que je dirais que ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de la... Donc, évidemment, l'Association médicale canadienne a parti beaucoup d'initiatives. Ils ont créé une vice-présidence en Physician Wellness. Ils ont une vice-présidente, Dr. Guérin-Lajoie, qui est une psychiatre d'Ottawa. Il crée toutes sortes de programmes de wellness. Mais comme tout ça se déployait et qu'on faisait des conférences pour le Québec, on a vu d'autres associations aussi, la FMSQ, les sessions des médecins d'urgence, des internistes, vouloir plus de conférences là-dessus. Les facultés de médecine nous disaient, écoute, nos résidents ont des problèmes de burn-out. Donc, on commençait à découvrir cette problématique-là, qui était en fait la problématique, je dirais, numéro 1 de la plupart des associations médicales. C'était comment on va s'attaquer au problème d'épuisement professionnel chez les médecins. J'imagine que le problème est semblable chez les autres professionnels. Mais moi, comme je suis médecin, je suis plus confronté à ces professionnels-là. Et là, on commençait à déployer un peu des plans, puis là, il y a eu le COVID. Donc là, on est rendu là aujourd'hui, au moment où on se parle, où on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Puis, à travers ces pas-là que vous avez fait, est-ce que, bien, comme toi, par exemple, est-ce que tu as une méthode pour gérer ton stress, tu sais, quand tu es toi-même à l'urgence? Bien, c'est sûr que je dirais, tu sais, nous, ce qu'on parle beaucoup dans les formations, c'est un peu ce que j'essaie de très humblement, moi-même, d'appliquer, c'est qu'est-ce qui est evidence-based dans la gestion du stress. C'est quoi les études qui démontrent qu'on peut diminuer notre stress ou notre anxiété? Bien, évidemment, il y a la pleine conscience. Donc, être capable de se concentrer sur le moment présent. Vraiment de bien respirer et de se concentrer sur ce que le patient a à nous dire, mais aussi sur comment nous, on se sent. Ce qu'on sait, c'est qu'à peu près 40 du temps, nos pensées s'envolent, on pense à toutes sortes de choses. Et tout ça nuit à notre concentration. Puis c'est là qu'on peut faire beaucoup d'erreurs. La plupart des erreurs médicales ne sont pas dues à des connaissances ni des compétences, sont dues vraiment à des problèmes finalement entre nos deux oreilles, là, des erreurs de distraction. J'essaie, je dirais, d'être un peu plus dans le moment présent. C'est pas toujours facile. Donc, il y a un peu de ça. Il y a aussi, disons, en dehors de ça, bien, il y a toutes les stratégies cognitives comportementales. Donc, évidemment, comment interpréter des situations de façon, je dirais, plus réaliste versus catastrophique.
Je donne un exemple. Par exemple, une des plus grandes peurs chez les médecins, c'est une des peurs pour moi aussi, évidemment, c'est de faire des erreurs. Donc, on a tendance à faire un focus, souvent à cibler les mauvais coups qu'on fait. Alors, c'est important aussi d'arriver chez nous le soir après une garde ou le matin, si Oui, c'est ça. Vraiment de se rappeler qu'est-ce qu'on a fait de bien. Souvent, mes collègues, vous avez peut-être, on a reçu une plainte dans l'année, mettons, mais combien de patients tu as vu? Bien, comme un médecin d'urgence, va avoir 3 000 à 4 000 personnes différentes dans une année. Donc, quelqu'un qui est à temps plein, moi je suis en temps partiel, mais quelqu'un je fais la recherche et tout ça, mais quelqu'un qui est à temps plein va voir à peu près ce nombre de patients. Donc, quel est le nombre de. Combien de personnes t'as sauvé ou combien de personnes t'as aidé potentiellement? Et ça l'aide juste de réfléchir à ça. Fait que donc, de restructurer les choses, de prendre conscience que finalement, on est vraiment humain, donc de baisser nos attentes par rapport à qui nous sommes. C'est pas parce que les gens étaient premiers de classe, qui sont arrivés, je veux dire, on est clairement humain. Puis on va faire des erreurs, on fait du mieux qu'on peut. Et je pense qu'on traite les humains, les gens le savent qu'on est humain aussi. Donc, juste de baisser nos attentes, c'est donc une forme de restructuration cognitive. Pas vouloir bâcler les choses, mais juste de se dire que tout ce qu'on peut faire, et on œuvre dans un système qui est de plus en plus complexe et qui est très vulnérable. On le voit présentement avec la COVID, surtout dans la région de Montréal. Donc, il y a les stratégies cognitives comportementales, puis vraiment, on peut aller très à fond là-dedans. Il y a aussi, évidemment, le sport. Donc, évidemment, pas sur les gardes, mais selon un peu notre évaluation des médecins, c'est quoi leur stratégie numéro 1 pour gérer le stress qui sort spontanément, c'est l'exercice. Donc, on sait que l'exercice, l'évidence de ça, c'est tout aussi fort, finalement, que de faire qu'une thérapie cognitive ou que des antidépresseurs, par exemple. Donc, l'exercice est vraiment, vraiment très, très utile pour baisser notre stress, baisser notre niveau d'anxiété. C'est les mêmes recommandations que pour la santé physique. Donc, ça peut être 30 minutes, un petit jogging ou une marche rapide va même changer donc un peu la façon dont notre cerveau fonctionne. Puis après ça, il y a tout ce qu'on se rappelle de la science du bonheur. OK? Fait que ça, c'est très important de se rappeler qu'il y a une littérature en psychologie positive qui est sérieuse, puis ça date depuis à peu près 30 ans dans les départements de psychologie à travers le monde, où on étudie pas les patients qui vont pas bien. On étudie, ça a été notre courant en psychologie, en psychiatrie pendant longtemps, mais on étudie maintenant les patients qui vont bien. Les personnes qui vont bien, c'est qui? Pourquoi ils sont heureux? Puis on se rend compte qu'il y a plusieurs facteurs qui sont importants. Donc, le prestige, les niveaux d'éducation, l'argent qu'on peut gagner, nos biens matériels, tout ça, ont très peu de contribution, finalement, à notre niveau de bonheur. Puis on se rend compte que le niveau de bonheur est beaucoup associé à des choses aussi simples que l'engagement social, donc le fait d'avoir des amis, de partager du temps avec des amis, dans des relations à long terme, d'investir dans ces relations à long terme, de donner de notre temps, donner de notre argent, de notre générosité, d'écouter des personnes, ça peut être de contribuer de ce côté-là, de dire merci à des personnes, donc des marques de gratitude, de croire qu'il y a un destin, en fait, de croire que ce qu'on fait, vraiment, il y a une raison pourquoi on le fait. Puis ça, je pense que c'est important. Puis les médecins ont comme un peu perdu de vue pendant plusieurs années ça. Il y a beaucoup de critiques par rapport aux revenus des docteurs. Puis beaucoup de médecins n'ont pas demandé nécessairement tous ces revenus-là. Mais ils se sont sentis mal dans cette situation-là. Pas par rapport au fait qu'ils ont perçu que peut-être que la société les jugeait mal et que même si on payait cher, on n'avait pas accès. Les gens disaient aussi, c'est le système, on travaille dans un système, puis
j'ai pas toujours accès à ma salle d'opération, à des bureaux pour vous voir, où il y a des listes d'attente, les demandes sont plus grandes. Donc, il y avait cette culpabilité-là aussi par rapport à ça. Puis, il y a évidemment un métier qui se féminise et il y a de plus en plus de femmes dans le domaine médical. Et ce qu'on sait, c'est que les femmes continuent de faire beaucoup à la maison en plus. Ils s'acquittent de beaucoup de tâches pareilles et ils sont épuisés. Puis il y a ce sentiment aussi de culpabilité-là parfois où on part sur des gardes, où on ne peut pas être avec notre famille. Puis évidemment, comme tout le monde, les gens se séparent, ils se divorcent, on vit une vie pareil comme tout le monde, probablement plus à risque, une chose comme ça. Et ça l'amène au stress. Donc, une longue réponse pour dire que la gestion du stress, c'est quelque chose qui est important, mais j'y réfléchis plus en travers les années. Mm-hmm. Puis, Richard, pour les gens qui, en ce moment, pratiquent ton métier, puis un peu pour tout le monde aussi en général, ce serait quoi ton plus grand souhait pour ces gens-là par rapport à leur stress, mais aussi pour qu'ils puissent mieux vivre leur vie en ce moment? Bien, présentement, tu veux dire dans le temps de la COVID? Oui, par exemple, en ce moment, est-ce que tu aurais une recommandation ou un souhait pour les gens? Oui. Bien, je pense que dans un premier temps, tu sais, c'est intéressant ce qui s'est passé. Si tu te permets que je retourne un peu en arrière. La situation évolue, je dirais, presque d'heure en heure. Sans vouloir être alarmiste, il y a une semaine, encore, les hôpitaux étaient pas vides, mais les urgences étaient à moitié vides. Là, les urgences débordent à Montréal et ça commence à déborder ailleurs dans les villes. Donc, on fait face à une situation qui évolue très rapidement. Et les gens ont présentement très peur pour eux, manque d'équipement, on peur d'attraper le COVID, on peur de donner à quelqu'un d'autre, on peur surtout de ne pas répondre à tous les besoins des patients qui finalement attendent à la maison parce qu'on a retardé toutes sortes de chirurgies. Les patients, les cliniques externes sont fermées. Donc, tous les patients très malades n'ont pas eu accès à leur visite régulière ou leur opération. Donc, ces patients-là reviennent maintenant. Et en plus, le COVID reprend, pas reprend, mais il y a évidemment, la pandémie dans les CHSLD, les gens qui sont allés travailler, les quartiers au complet sont affectés. Donc là, on voit ce qui se passe. Mais avant ça, les gens ont eu le temps, de se préparer et je pense que les gens ont eu le temps de se parler. Donc, c'était étonnant parce que, je dirais, il y a une semaine, moi, j'étais sur des gardes à l'urgence, puis j'avais le temps de parler avec mes collègues. On sentait cette peur avec les infirmières. On sentait la peur, mais en même temps, on a eu le temps d'échanger, on a eu le temps de parler de choses réelles de la vie. C'était des moments où on n'a pas ces moments-là, en fait. On arrive, c'est la guerre. C'est toujours la guerre, à l'urgence. Et ça, c'était inhabituel des gens qui te demandent comment ça va, puis qu'est-ce que tu fais, comment vont les enfants, puis ta situation, puis d'échanger, puis de se dire merci. Ça ne s'est pas vu jamais, ça, en des années, en fait. Et là, c'était quelque chose. Fait que je pense que ce qui s'est passé au cours des dernières semaines va nous avoir préparés à faire face à ce qui s'en vient là. Parce que sans alarmer les gens, il se passe de quoi de vraiment important présentement. Je ne pense pas que c'est une deuxième vague, je pense que c'est juste que ça a été un peu retardé. Donc là, les gens, ils sont là. Et là, ça va changer parce que là, évidemment, les gens ont vécu avec cette peur-là même s'ils ont pu partager, échanger là-dessus, les gens ont maintenant un niveau de stress, de tension qui était là pendant très longtemps. S'habiller en COVID, c'est vraiment quelque chose en passant, tout s'habiller comme ça. Nous, dans notre hôpital, il manque de masques, donc on a des masques permanents là, que tu recycles, un genre de masque à gaz, on va dire. C'est très inconfortable, les gens ont des blessures sur le nez, vous avez vu ça sur le web. Donc, ça prend du temps, les gens sont dans ces zones-là pendant longtemps.
Et on sent qu'il y a un moral qui s'effrite quand même avec le temps. Les gens, on a demandé de reporter toutes les vacances. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Puis, il ne faut pas oublier, ces gens-là, les infirmières, les médecins ont des enfants, ont des vies. Fait qu'est-ce qui va arriver? C'est une bonne question. Puis, considérant tout ça, en sachant qu'il y a plein d'inconnus, puis qu'est-ce que tu penses qui est le mieux pour nous individuellement? Comment est-ce que nous, on peut s'assurer de se préserver, de préserver les autres? Est-ce que tu as des recommandations à la fois pour les gens à la maison, mais les gens aussi qui recommencent tranquillement le travail? Bien, en fait, je pense qu'au départ, c'est lorsqu'on n'est pas au travail, de réaliser que c'est important d'investir dans des stratégies de gestion du stress. C'est important de continuer de faire du sport. C'est important d'explorer la méditation. C'est peut-être important aussi de prendre note de nos pensées, les identifier, même de tenir un journal. C'est très utile. Beaucoup de leaders dans ce monde tiennent un journal, de réfléchir un peu. C'est un peu la façon dont on voit les choses, un peu la structuration cognitive, mais juste de le mettre sur papier. C'est très bien d'échanger avec les personnes, d'appeler nos proches le plus souvent possible, puis de faire preuve de gratitude envers les personnes, notre personnel. Puis de réaliser que ce qu'on fait présentement a un rôle excessivement important. Donc, moi, je pense qu'à chaque jour, c'est même un défi, tu sais, de tenir... je suis tellement touché que les gens, puis mes collègues aussi me disent ça, les gens nous textent, nous envoient des courriels, des beaux messages d'encouragement. C'est très, très touchant. En plus de notre famille, c'est très touchant. Puis je pense que c'est ce qui nous tient présentement beaucoup. Wow. Donc, merci à tout le monde de faire ça. C'est pas toujours facile de répondre, mais je pense que ça, c'est quelque chose. Et soudainement, je pense qu'on sent qu'il y a une raison pourquoi on fait ça. Ah, mais ça, c'est un beau message de fin, Richard, parce que des fois, on se sent impuissant. On voit que vous êtes là à faire tout ce que vous faites, puis on ne sait pas trop comment est-ce qu'on peut vous aider, mais en sachant que de vous encourager, de vous écrire des messages, même si vous ne pouvez pas tout le temps nous répondre, ça a vraiment un impact pour vous, ben c'est le fun de savoir ça. Donc, je ne sais pas si tu as un mot de la fin, mais j'aimerais vraiment te remercier là, d'avoir pris du temps avec nous pour parler de gestion de stress, de pleine conscience, puis merci de faire tout ce que tu fais pour la population québécoise, puis merci infiniment. Là. Ah ben, merci à toi de nous permettre de parler de ce sujet fort important, Marie-Josée. Puis merci de ton implication dans toute la gestion du stress, du bien-être, du wellness auprès des médecins puis des travailleurs. Parce que c'est le stress, c'est pas juste les professionnels de la santé, c'est tout le monde présentement qui est affecté par ça. Fait qu'on a besoin de tout, on a besoin de se tenir très proche. Merci beaucoup. Super. Bien, merci beaucoup, Richard. À bientôt.